à tous, donc je vais m'auto-introduire. Donc, je suis Sophie Hermann-Arrivo, je suis chercheuse au LADIX, qui est un laboratoire de mécanique des fluides à l'école polytechnique. Merci d'être là et merci aux organisateurs pour l'invitation. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de projets sur lesquels on travaille, sur la conception de structures qui vont être immergées et qui sont capables de résister au courant. Et donc ça s'inscrit dans les thématiques de la journée biomimétique aujourd'hui parce que quand on veut faire ce genre de choses, on peut aller chercher qu'est-ce qui se passe dans le vivant, et notamment au niveau des plantes aquatiques, pour qui le fait de savoir résister au courant, savoir résister aux vagues et savoir résister aux crues est quelque chose de très important pour pouvoir survivre et pour pouvoir assurer leur croissance. Donc, bon, n'hésitez pas à poser des questions même pendant la présentation. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est de la recherche fondamentale. Donc c'est à un stade pas de produit fini comme ce que vous avez pu voir dans les couloirs jusqu'ici. C'est vraiment beaucoup plus en amont où on étudie les mécanismes qui ensuite vont pouvoir donner de la nouvelle technologie. Et c'est un projet qui a été construit, enfin qui a commencé, donc qui est en collaboration avec le LADIX, donc qui sont les noms de gauche ici, qui sont un laboratoire plutôt mécanique, en collaboration donc avec le LENA, qui est un laboratoire plutôt d'écologie et qui regarde les plantes et comment les plantes vivent et évoluent dans leur environnement. Donc c'est une collaboration entre les deux qui a permis ce projet de biomimétique et qui a été commencé à l'occasion d'un financement qui a été accordé par le CNRS sur des thématiques biomimétiques. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, alors vous avez probablement déjà fait l'expérience des effets destructeurs que peut avoir le vent ou que peut avoir les courants sur des structures quand vous mettez votre linge dehors et qu'il y a trop de vent et qu'il est relâché. Et en fait, donc, le vent peut induire des efforts qui sont relativement importants sur les structures et qui vont mettre en danger son intégrité. Et aujourd'hui, pour éviter ça, il y a déjà des règles de conception et déjà des règles de dimensionnement qui existent pour les structures rigides, par exemple dans la façon dont vous allez ancrer votre poteau ou votre panneau, par exemple, ce qu'on voit ici, dans la forme que vous allez donner à vos bâtiments pour limiter la prise au vent, les systèmes que vous allez mettre en place pour limiter la prise au vent. Mais le problème, c'est que c'est des choses c'est des règles qui ne s'appliquent pas forcément dans des conditions extrêmes, et donc après, il se passe des choses comme vous voyez ici, où les panneaux s'arrachent ou alors ils sont déracinés. Et c'est aussi des règles qui ne sont pas facilement transposables pour des systèmes qui sont déformables, et donc des systèmes qui sont flexibles, comme on voit par exemple la bannière qui est ici, ou alors des auvents qui vont être arrachés dans le vent et qui ne vont pas être capables de résister. Et donc un des enjeux qu'on a, c'est comment est-ce qu'on est capable d'intégrer dans ces systèmes déformables des stratégies d'autoprotection pour qu'ils puissent préserver leur intégrité. Et donc pour cette raison, si on regarde dans la nature, en fait, il y a des tonnes de structures qui sont flexibles. Et je vous montre alors ici avec une vidéo, hop, une structure flexible. Donc ici, vous voyez une algue dans un écoulement. Vous voyez qu'elle est extrêmement flexible et que cette flexibilité, ça va lui permettre de se déformer et d'adapter sa forme en fonction de l'environnement fluctuant qui est lié aux vagues. Et donc ces changements de forme dans l'écoulement vont permettre de réduire les efforts sur la structure, lui éviter d'être déraciné ou lui éviter d'être arraché. Et ça, donc, c'est des choses qu'on a étudiées en laboratoire pour essayer de comprendre comment ça marche, comment est-ce qu'on est capable de reproduire ça. Et juste pour vous donner une idée du genre de choses qu'on fait en laboratoire, donc spécialement en LADIX, on ne travaille pas particulièrement sur les algues en elles-mêmes, parce qu'une algue, ça peut changer d'un spécimen à un autre, parce que c'est des géométries qui sont complexes. Et donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit la situation de facilité. On étudie les choses sur des systèmes beaucoup plus simples, des systèmes modèles, où vous voyez ici, donc l'algue est remplacée par juste une plaque rectangulaire qui va être flexible. Et donc on va venir la tester dans un écoulement contrôlé, qui est par exemple une soufflerie, donc un genre de grand sèche-cheveux géant, ou alors on peut faire la même chose dans l'eau avec un tunnel hydrodynamique. Et donc vous voyez ici une image de la même structure qui est placée dans un écoulement qui va être de plus en plus important, et vous voyez qu'elle est en train de se replier au fur et à mesure. Et donc on peut mesurer comment ça permet de gérer les efforts qui vont s'appliquer dessus, donc ce qu'on appelle la traînée. Alors c'est ce qu'on voit sur le graphe qui est ici, et pour comparaison, je vous ai mis qu'est-ce qui se passe, donc c'est la courbe des points noirs pleins, qu'est-ce qui se passe quand on a un objet qui est rigide, c'est-à-dire qu'il ne se déforme pas. Et vous voyez que les efforts augmentent très vite avec la vitesse au carré, et ça c'est ce que vous ressentez quand vous mettez la main en dehors de la voiture, et que le conducteur va de plus en plus vite, vous ressentez des efforts liés au vent sur votre main qui augmentent très 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 vite.
Si vous regardez ce qui se passe pour une structure flexible, donc c'est par exemple les carrés, la traînée augmente avec la vitesse, mais vous voyez beaucoup moins. Donc on a une traînée qui est réduite par rapport à ce qui se passerait si on avait un carré rigide. Et ça, vous pouvez assez bien le comprendre. Quand vous regardez à quoi ressemble la forme, vous voyez que quand elle se replie, elle est en train de réduire la surface frontale, donc la surface qui est exposée à l'écoulement. Et elle a aussi une forme de plus en plus profilée qui permet de réduire les efforts. Et donc instinctivement, ça c'est ce que vous faites quand vous faites du two-shoes sur les pistes de ski. Donc vous rétractez, vous compactez votre forme, vous réduisez la surface que vous exposez à l'écoulement. Et vous voyez aussi que vous mettez les mains en avant pour avoir une forme de plus en plus profilée. Sauf qu'une algue ou une structure comme ça n'a pas de muscles pour activement changer sa forme, donc ça va jouer sur son élasticité à la place pour le faire. Donc c'est une façon d'intégrer un peu, si vous voulez, une intelligence dans le système, d'intégrer une réponse pour le faire automatiquement sans avoir besoin d'un opérateur. Et donc pour pouvoir mettre en place ce genre de choses, il faut comprendre qu'est-ce qui va être important, qu'est-ce qui va jouer. Donc bien sûr, la flexibilité de la structure va avoir un rôle. Plus vous prenez une surface flexible, donc c'est la courbe qui est tout en bas, et plus la structure va se plier et donc réduire les efforts. Et puis ça va dépendre de la forme. Donc là, je vous ai montré deux formes différentes qui vont plier différemment, et donc où on va avoir une évolution des efforts qui va être différente. Alors, donc là, je vous ai montré des choses qui sont sur des systèmes modèles pour comprendre les mécanismes sous-jacents. Un des enjeux qui reste, c'est comment est-ce qu'on traduit ça en termes de règles de design pour faire des structures, et en particulier, est-ce qu'on est capable de faire des choses qui sont capables de s'auto-protéger et en même temps de remplir leur rôle, qui, par exemple, pour une bannière, est d'être déployée pour vous montrer le titre de l'exposition. Et pour ça, c'est intéressant de regarder le vivant, parce que dans le vivant aussi, une plante, elle a besoin d'assurer plusieurs facteurs, de répondre à plusieurs facteurs, et donc de trouver des compromis dans sa morphologie pour assurer plusieurs fonctions en même temps. Alors, nous, on s'intéresse à des structures qui sont sous l'eau, donc on a regardé des plantes aquatiques, et une plante aquatique, elle doit assurer plusieurs fonctions, comme je disais. L'une, c'est de pouvoir résister aux écoulements, donc d'être capable de résister à des crues et des écoulements. Et l'autre, c'est d'assurer toutes les fonctions biologiques, notamment la photosynthèse. Et donc, c'est des fonctions qui ne sont pas faciles tout le temps à concilier, parce que, par exemple, pour la photosynthèse, on veut avoir une surface la plus grande possible pour intercepter beaucoup de lumière du soleil. Et au contraire, des énormes surfaces, ça va être destructeur d'un point de vue des efforts qui vont être créés dessus. Et donc, ça ne va pas être complètement optimal. Et donc, les plantes, elles ont dû trouver des compromis pour remplir plusieurs fonctions. Et ça, c'est une bonne idée et c'est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'il va y avoir des optimums locaux, des solutions originales qui vont émerger et dont on va pouvoir s'inspirer ensuite pour l'ingénierie. Alors, pour être un tout petit peu plus spécifique, nous, on s'est intéressé aux feuilles en première approche. Donc, c'est un projet qui est en cours au laboratoire, parce que ça combine les fonctions importantes de la plante. C'est la majorité de la surface de la plante, donc c'est ça ce qui va assurer la photosynthèse, et ça va être aussi une source de traînée importante. Et donc on a regardé comment est-ce que la forme des feuilles, par exemple, allait conditionner sa réponse dans un écoulement. Et aussi, on s'est intéressé à, vous voyez ici, tout un réseau de nervures sur les différentes plantes, qui sont les lignes plus foncées, qui sont donc le réseau d'acheminement des sèves, qui sont les éléments nutritifs à l'intérieur de la plante. Et donc ça va servir effectivement pour acheminer la bouffe. Mais ça va aussi jouer sur les propriétés mécaniques de la feuille. Ça va permettre donc de la rigidifier, de mieux supporter les efforts et mieux les répartir. Alors, une première chose qu'on a fait, c'est de faire un espèce d'état des lieux des morphologies qui existent. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait au LENA, que je mentionnais, par l'équipe de Sarah Pujalon. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié des morphologies de plantes qu'ils avaient fait pousser dans une rivière artificielle, donc que vous voyez ici, et avec des plantes qui sont linéaires, qui sont les morphologies les plus adaptées pour résister au courant, et puis des plantes qui sont plus spatulées, donc plus évasées, qui sont plus adaptées pour la photosynthèse. Et quand je vous dis étudier des plantes, ça veut dire les scanner, prendre des images pour regarder sa forme, la surface, les peser pour mesurer le poids, et puis ensuite mesurer donc, le réseau de nervures. Alors pour ça, ce qu'il faut faire, c'est que vous mettez la feuille dans un bain de javel. Ça permet de la décolorer et d'augmenter les contrastes entre la partie de nervure et le reste de la feuille.
et ensuite vous le scannez. Et avec un logiciel, vous pouvez extraire le réseau de nervures et voir donc, la longueur de nervure que vous avez, le nombre de points de ramification, le nombre de points de terminaison, etc. Et donc, sans rentrer dans les détails, ce qui a été très intéressant, c'est qu'il y a une très grande variété de morphologies. Et si on mesure est-ce qu'elles sont bonnes ou pas à faire de la photosynthèse, elles sont toutes bonnes à faire de la photosynthèse, ce qui laisse de la place pour optimiser d'autres fonctions. Donc, en particulier la résistance à l'écoulement. Donc, qui est plutôt bien pour nous. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est pas vraiment vous faire une liste exhaustive des morphologies qui existent et comment ça se débrouille dans l'écoulement. Je voulais vous montrer donc, quels vont être les facteurs qui vont être importants sur quelques exemples. Et donc, le premier, ça va être la forme de votre feuille. Et donc, on prend ici l'exemple de feuilles qui sont avec une grosse surface. Donc, par exemple, des nénuphars qui ont une forme qui est très, très ronde. Et si on veut regarder comment ça se déforme en écoulement, donc là, je vous montre une étude qui a été faite dans un laboratoire à Marseille, où on prend exactement la même chose. On prend un disque, on vient l'attacher en son centre au point d'accroche de la tige, et on vient souffler avec un écoulement dessus. Et donc, vous voyez que la feuille est en train de se compacter. Et comme elle a une certaine surface qu'elle doit réduire donc, dans un espace plus petit, vous voyez qu'il n'y a pas toute la feuille qui peut donc, se rapprocher autant, et donc il y a une partie qui va se rapprocher du centre aux dépens du reste, et vous avez ces lobes qui vont se former, qui sont exactement les mêmes que ceux que vous voyez, les draperies que vous voyez sur les tables. Donc ces lobes, ils vont avoir une prise au vent qui va être plus importante, avec une traînée plus importante. Mais ce que vous voyez, en fait, ce n'est pas tout à fait un rond. Vous avez une fente ici, avec un secteur angulaire qui est découpé, qui est plus ou moins grand. Et ça va avoir un effet sur la façon dont ça se reconfigure. Donc on a fait la même chose et on a découpé donc, une fente ici. Et vous voyez ça. Donc il se passe quelque chose de différent ici. À la place d'avoir des lobes, vous voyez que la feuille arrive à se réenrouler sur elle-même et former un cône qui va être de plus en plus étroit au fur et à mesure que l'écoulement devient de plus en plus grand. Et donc ça va permettre de réduire sa traînée de façon importante. Et alors c'est joli parce que vous trouvez exactement la même chose dans la nature. C'est des feuilles de tulipier, donc pas des feuilles de nénuphar. Et vous voyez cette forme de cône qui est en train de se former dans le vent, qui permet aux plantes de réduire leur prise au vent. Donc la forme, c'est une première chose qui va être importante. La deuxième, je vous en parlais, c'est ce qui est donc, les réseaux de nervures. Donc, je vous ai dit, les réseaux de nervures, c'est un peu comme un squelette. Ça permet de rigidifier une structure sans avoir une structure très, très épaisse. Donc, ça permet de rigidifier à moindre ajout de matière. Et ce qui est joli, c'est que vous voyez que ces nervures, elles ne sont pas distribuées de façon homogène dans toute la feuille. Il y a une hiérarchie, il y a des nervures qui sont beaucoup plus grosses que d'autres. Vous voyez qu'elles ont des directions qui ne sont pas les mêmes selon les feuilles. Et donc ça va permettre de changer dans la feuille la rigidité et aussi d'avoir quelque chose qui est anisotrope. C'est-à-dire si j'essaie de plier la feuille sur sa longueur, ça ne va pas être la même chose que j'essaie de plier sur sa largeur. Donc ça, c'est un travail en cours aussi où on regarde quel effet ça va avoir. Donc ça, c'est un travail d'élève qui a été fait à l'école où on rajoute des nervures sur la feuille avec un plastique qui est plus épais. Et vous voyez, donc on peut changer le nombre de nervures, on peut changer leur direction, etc. Et vous voyez donc, si on teste sous écoulement, donc là, c'est vous qui êtes en train de souffler la direction du vent. Et vous voyez que si on a une différence de flexibilité entre la nervure centrale et le reste, vous pouvez avoir un pliage en deux temps, où vous pliez d'abord les bords et ensuite la nervure centrale se plie. Donc ça vous donne un levier supplémentaire pour influer sur la façon dont ça va se replier. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer pour les plantes aquatiques. Je vais sortir un tout petit peu du sujet des plantes aquatiques et vous parler d'un autre projet qui est donc ce que j'ai sur la table ici, qu'on fait au laboratoire et qui aussi trouve son inspiration dans le vivant. Et l'idée, c'est au lieu de rigidifier donc, le long de lignes une surface, on va venir l'assouplir le long de lignes, donc on va venir faire des plis. Et alors ça, c'est ce que vous connaissez très bien sous le nom de origami. Hop. Et donc l'origami, c'est des structures qui sont pliées le long d'un réseau de plis. Et c'est des choses qu'on voit dans la nature, c'est des choses qu'on voit dans les feuilles. Donc ici, j'ai reproduit le pliage d'une feuille qu'on voit ici, donc une feuille de hêtre, ou dans le déploiement donc des ailes d'insectes, ce qui est ce que vous voyez à droite. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans le fait de plier. Déjà, c'est que ça va permettre de rigidifier. Donc, vous voyez ici, j'ai une feuille qui est relativement flexible.
peux la plier. Et puis, vous voyez que si je vais venir introduire un pli dedans, hop, je ne peux pas faire les deux en même temps. Non, ça va, c'est menti. Donc, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus rigide. Donc, vous avez quelque chose qui est très léger, toujours très léger, et qui est beaucoup plus rigide, qui supporte mieux les efforts. Et alors ça, typiquement, c'est ce que vous faites quand vous mangez votre pizza. Je ne sais pas, vous avez probablement tous déjà fait, mais vous la pliez comme ça pour permettre de la garder droite. Donc vous voyez, c'est une façon de montrer, enfin, c'est un exemple pour montrer que les plis permettent de rigidifier une structure. Donc on peut faire la même chose ici. Et donc ça, je suis partie d'une feuille flexible aussi comme ça. Et vous voyez que mon réseau de plis ici sur ma feuille, si j'essaie de la plier, ça va être beaucoup plus rigide. Hop. Donc ça solidifie ma structure. Et donc ça va changer par exemple pour ça peut jouer pour une plante de changer sa résistance au vent. L'autre chose qui est très intéressante, c'est que ce réseau de plis aussi, c'est un peu comme un système d'articulation qui va notamment permettre par exemple aux insectes d'avoir des changements de forme extrêmes, donc des changements de forme très importants qui permettent de passer d'une aile complètement déployée à quelque chose de très plié qu'on va pouvoir stocker en dessous d'enveloppes protectrices. Et à l'inverse, quand on a besoin d'utiliser son aile, ça va aussi donner le moyen d'avoir un déploiement très rapide et contrôlé le long d'une trajectoire où on évite que ça se bloque. Et donc ces changements de forme importants, c'est des choses qui sont déjà utilisées dans l'ingénierie aujourd'hui. C'est par exemple la façon dont les airbags sont stockés dans vos voitures et la façon dont ils vont se déployer ensuite en évitant de se coincer. Et ici, c'est quelque chose aussi qui est envisagé par exemple pour les panneaux solaires. Donc ça, c'est une vue artistique d'un panneau solaire qui va se déployer. Et donc ces plis, ça va changer la résistance au vent, ça va changer probablement les performances de vol de cet insecte et donc ses performances aérodynamiques. Et nous, on veut étudier ça en laboratoire. Alors ça, c'est des géométries qui sont relativement compliquées. On est parti sur quelque chose de plus simple que j'ai dans les mains ici. Et donc ça s'appelle un water bomb, donc une bombe à eau en français. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a dit que c'était un jeu avant qu'ils faisaient les bombes à eau comme ça. Et donc vous voyez que c'est un rond où on a mis un schéma de plis centraux qui viennent du centre. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que ça permet justement des changements de forme très importants, de passer de quelque chose qui est très déployé à quelque chose qui donc, a virtuellement aucune surface frontale, un peu comme un parapluie. Et donc ça, on a testé sous écoulement. Donc c'est ce que je montre ici. On a mis dans un écoulement et on vient donc souffler. Et puis c'est monté sur une balance de force qui permet de mesurer quels vont être les efforts sur la structure. Donc exactement pareil que tout à l'heure. Ici, donc, je vous montre ce qui se passe pour donc c'est en noir pour un objet qui est rigide. Donc vous avez la traînée qui augmente très très vite. Et par contre, donc, pour un origami, si on regarde par exemple la courbe bleu clair, vous voyez que ça augmente. Et puis à un moment, on atteint un plateau. Et ça, c'est assez surprenant. Ça voudrait dire que vous mettez votre main en dehors de la voiture, vous allez de plus en plus vite et à un moment, ça arrête d'augmenter. Vous avez toujours la même force sur votre main. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement rare. Et qui vient en fait donc, de ce qu'on voit en haut, qui est qu'au fur et à mesure que le vent souffle, votre structure se referme et vos plis permettent de passer dans un objet tellement compact que la diminution de la surface permet de compenser le fait que le vent est de plus en plus fort. Donc voilà pour vous montrer un exemple. Et donc on regarde ce genre de choses, comment on peut contrôler en changeant la géométrie des plis, à quel point ils sont rigides, etc. Donc il y a une autre chose qui est rigolote avec cet origami, c'est que exactement comme un parapluie, il est bistable, c'est-à-dire, donc si je le déforme trop, vous voyez qu'il va y avoir une deuxième position d'équilibre qui va apparaître. Hop. Ça, c'est votre parapluie qui se retourne. Et donc, vous passez de l'un à l'autre avec des changements importants de forme qui donc, peuvent être aussi importants pour l'ingénierie. Donc ça, c'est une autre chose qu'on est en train de regarder. On est en train de regarder, est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire des valves flexibles qui n'ont pas besoin d'un opérateur pour se retourner. Et donc l'idée, c'est de mettre ça dans un écoulement. Donc vous mettez ça dans un tube avec le vent qui arrive d'un côté. Plus l'écoulement va augmenter et plus votre valve va s'ouvrir et obstruer votre tube. Et donc au-delà d'une certaine vitesse, ça va se retourner et vous avez votre objet qui va se refermer pour laisser passer le courant. Donc je vous montre, on n'est pas encore au stade de la technologie, mais
Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez un tunnel, donc ça c'est fait sous eau, ça se retourne. Et plus vous augmentez la vitesse de l'écoulement, plus ça va se retourner. Et donc ça peut permettre de faire par exemple un fusible qui, au-delà d'une certaine vitesse limite, va laisser passer le courant. Et donc par exemple pour protéger un circuit hydraulique. Et tout le jeu ensuite, dans l'optique de faire des valves, c'est d'arriver à contrôler à quelle vitesse est-ce que ça va se retourner. Et donc c'est pour ça qu'on regarde comment est-ce qu'en changeant le motif, comment est-ce qu'en changeant la rigidité, etc., on est capable de contrôler quand est-ce que ça va se retourner. Donc je vais finir ici. Je voulais vous laisser donc avec l'idée que jouer sur la forme, jouer sur les nervures ou jouer sur des réseaux de plis, c'est d'autant de façons de programmer la façon dont une structure va se déformer sous écoulement. Et de façon passive, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un avec des actionneurs ou avec des capteurs en train de faire le travail. Et donc ça, c'est un peu en écho avec... ça permet, alors pour les applications, ça permet de réduire la traînée. Ça permet aussi d'assurer des fonctions, des déformations. Donc ces déformations, elles peuvent être utilisées par exemple pour faire une valve. Et ça fait écho à tout le domaine de ce qu'on appelle la soft robotique, donc la robotique flexible, qui utilise des composants flexibles qui vont se déformer quand on sous stimuli d'une façon qu'on a programmée. Et ça permet donc d'éviter d'avoir tout un système de moteur pour faire ça. Donc ça permet de gagner en niveau poids, d'avoir quelque chose de plus léger et quelque chose de moins complexe. Et donc pour les plantes aussi, c'est un moyen de pouvoir contrôler leur mouvement en l'absence de muscles, parce qu'une plante n'a pas de muscles pour pouvoir bouger. Et donc c'est un moyen d'intégrer dans la structure la façon dont ça va se déformer. Donc je vais m'arrêter ici. Merci pour votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, c'est la digestion. Oui ? Ça dépend un peu. Donc, par exemple, pour les choses comme les valves, c'est déjà un peu plus loin et on peut imaginer donc, de faire du transfert de connaissances vers l'industrie après. Pour tout ce qui est regarder comment est-ce qu'un objet se déforme dans l'écoulement et ensuite essayer de comprendre comment ça va protéger, ce qui se fait plutôt, c'est que, par exemple, on est contacté par des industries qui veulent designer tel composant et qui ont besoin donc, du savoir pour savoir quelle flexibilité ils vont utiliser. Donc là, ça va dépendre un peu du composant spécifique qui est en jeu. Et donc, on fait des études sur ça en particulier. Non, plus de questions ? Ah, pardon. Avec plaisir. Le fait de faire de la bioinspiration ? Alors, ça a probablement commencé avant que je commence à faire de la recherche. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous répondre. Ça a été très à la mode à un moment, quand moi j'étais plus jeune, où il y avait cette idée que toutes les solutions sont dans la nature et qu'on peut s'en inspirer. Donc, c'est le fruit d'une évolution qui a pris très longtemps et donc c'était forcément le meilleur. Après, ça a eu un peu moins le vent en poupe et là, c'est en train de revenir. Je ne sais pas où ça a commencé vraiment. Mais c'est toujours un truc qui a été un peu sous-jacent sous la recherche disons, en parallèle des recherches qu'on fait, regarder ce qu'il y a dans la nature pour essayer de voir si c'est des choses qui existent déjà et qui sont déjà fonctionnelles dans la nature. Alors, je ne pourrais pas répondre à votre question de comment ça a commencé, je suis désolée. Oui.
Ouais. Alors fluide, je suis désolée, j'ai pas expliqué, mais fluide, ça désigne soit des liquides, soit des gaz. Et ça, par exemple, c'est une expérience qui avait fait dans l'eau, dans un tunnel hydrodynamique où on a mis un tube et donc on a mis la structure dedans. Ce qu'il faut faire quand on passe de l'air à l'eau, c'est bien dimensionner les choses parce que l'eau, c'est un fluide qui est plus lourd et donc il va exercer des efforts plus importants. Donc par exemple, si on veut faire transposer exactement ce qu'on a fait dans l'air dans l'eau, il faut des structures qui sont un peu plus rigides pour donc, soutenir les efforts plus grands. Et donc il y a tout un dimensionnement, un passage de dimensionnement à faire de l'un à l'autre quand on passe de l'air à l'eau ou inversement de l'eau à l'air. Ce qui se passe à l'arrière de la structure? Oui, alors c'est des choses qu'on regarde généralement. Ce qu'on fait, c'est donc comme les fluides sont transparents, comme l'eau est transparent, on vient ensemencer le fluide avec des particules et on va traquer le mouvement des particules et le suivre pour regarder donc effectivement qu'est-ce que fait le fluide derrière. Est-ce qu'il y a des zones avec des tourbillons? Quelles sont les zones derrière de sillage qui sont créées? Et c'est des outils qu'on utilise assez souvent pour imager un écoulement. Oui. Sur autre chose que les valves? Il y a plein de trucs. En fait, il y a plein de trucs avec les origamis qui sont chouettes. Il y a aussi le fait que des fois, on peut déployer des choses et puis il y a deux faces qui entrent en contact et qui stoppent le déploiement. Donc ça, par exemple, c'est bien pour des choses qui évoluent et puis ensuite sont bloquées, par exemple pour éviter qu'une structure tombe, etc. C'est quelque chose qui commence. Les origamis, ça fait un moment que les ingénieurs sont assez excités par ça pour faire de l'ingénierie. Le placer dans un fluide, c'est quelque chose qui commence pour l'instant. Donc on est en train de découvrir un peu tout ce qu'on peut faire. Mais il y a plein de choses qui sont très chouettes à faire avec, autres que les valves, probablement des choses où j'ai même pas pensé. Très bien, j'imagine qu'on peut passer au suivant. Ben, merci beaucoup.